J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous posez la question maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je reste locataire ou est-ce que je passe le pas d'acheter ma résidence principale? Et alors, on va démarrer. Je vais vous partager du coup mon écran. Hop. Là, normalement, vous avez dû voir apparaître la présentation. Bienvenue à ce troisième webinaire de notre troisième série chez Bivouac. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis Martin, président et cofondateur de Bivouac. Et aujourd'hui, on va traiter de cette question fondamentale, c'est est-ce qu'on jette de l'argent par les fenêtres lorsque l'on reste locataire de sa résidence principale? Comment ça va se passer? Je vais prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire et on aura en fin de session un temps d'échange de questions-réponses. Je m'efforcerai autant que je peux de répondre à vos interrogations. Alors, deux mots sur la plateforme pour ceux qui découvrent Livestorm. Donc, vous avez le chat sur lequel, voilà, déjà certains d'entre vous ont commencé à discuter avec moi. Mais vous avez aussi un onglet qui s'appelle Questions. Et donc, vous aurez la possibilité à n'importe quel moment de cette présentation de poser votre question. Peut-être qu'Anaïs de chez nous vous y répondra par écrit. Si ce n'est pas le cas, moi, je prendrai le temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Et à la fin, même pendant, vous avez la possibilité de voter voilà, pour les questions qui vous semblent être les plus pertinentes. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de poser vos questions durant cette présentation. Deux mots pour rappeler qui nous sommes. Bivouac, nous proposons des opportunités d'investissement locatif clés en main. En clair, on s'occupe d'accompagner des centaines de particuliers comme vous et moi chaque année dès la définition de leur stratégie d'investissement, de leurs critères de recherche, en passant bien entendu par la recherche, la chasse d'une opportunité, d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison. On va ensuite aller exercer notre expertise technique et juridique afin de savoir bien où est-ce qu'on met les pieds, et puis de trouver un financement. On est également une entreprise de travaux, donc c'est nous qui prenons à charge l'ensemble de la décoration, l'aménagement intérieur, la rénovation, notamment la rénovation énergétique aussi par les temps qui courent, c'est d'actualité. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'on s'occupe également de trouver un locataire et avec des partenaires ensuite de faire gérer votre investissement plus tard. Ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça. On a fait investir plus de 150 millions d'euros dans plus d'une dizaine de villes en France. Aujourd'hui, on accompagne 450 projets par an. On ne fait pas beaucoup de marketing parce que visiblement, nos clients sont satisfaits et puis ils parlent de nous autour d'eux. Probablement parce qu'on a des bonnes opportunités d'investissement à leur proposer. On a, depuis qu'on existe, une performance en moyenne, plus de 3% de rendement brut sur ces opportunités sur lesquelles on a accompagné des investisseurs. Donc voilà, je passe brièvement, mais ce qui nous différencie, c'est déjà vraiment une présence locale. On recrute que des gens en CDI dans ces différentes villes, d'autres villes demain à ouvrir, une dizaine de villes qu'on va ouvrir dans la prochaine année à venir. Beaucoup d'off-market du fait de cette présence locale, avec des gens qui chassent pour vous de 8h à 20h le soir. Et puis aussi une expertise en analyse de données. C'est ça qui nous a permis de sélectionner ces villes et au sein de ces villes, les quartiers qui sont les plus dynamiques pour l'investissement immobilier aujourd'hui et demain. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va tenter de répondre finalement à la question qui se cache derrière. Vaut mieux-il acheter ou louer? J'imagine que si vous posez cette question-là, c'est que vous avez aussi en tête, d'un point de vue patrimonial, c'est quoi la stratégie pour construire son patrimoine au mieux pour les X prochaines années. Mais avant d'entrer dans ces aspects financiers, j'ai envie de déjà insister sur le fait que c'est avant tout un choix de vie. Acheter une résidence principale, c'est sûr que c'est ce qui vous conférera le sentiment de se sentir chez soi. C'est la capacité aussi demain à pouvoir casser les murs, adapter son logement comme on le souhaite. C'est aussi parfois la possibilité d'acheter un bien qui n'est pas proposé à la location ou très rare à la location, tout dépend de où est-ce que vous habitez. C'est bien entendu ne plus payer de loyer et donc peut-être ne plus jeter l'argent par les fenêtres. C'est tout l'objet de ce webinaire, de discuter autour de est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et puis, c'est aussi, bien entendu, avoir un bien qui demain
qu'on a fini de rembourser pour sa retraite et ne pas avoir payé de loyer quand on est retraité, ça, c'est quand même aussi un grand confort. À l'inverse, est-ce que voilà, rester locataire, ce n'est pas non plus des inconvénients? Ça peut être aussi une forme de liberté supplémentaire, plus de souplesse, dans le cas notamment d'une mutation professionnelle, d'un désir de changement de vie. On donne notre délit de son bail précédent et puis on prend un nouveau logement ailleurs. On va le voir aussi au cours de cette présentation, acheter sa résidence principale, c'est aussi énormément de frais, donc potentiellement moins de frais à être locataire. Conserver certains avantages comme peut-être un logement de fonction payé par son employeur, mais aussi des aides, des APL, etc. Payer moins d'impôts parce que rien que la taxe foncière qui incombe à tous les propriétaires, c'est pas donné, ça peut représenter près de 3 mois de loyer parfois sur certains marchés, donc c'est pas rien. Et puis être locataire, c'est aussi être moins impliqué dans, voilà, vous ne gérez pas la copro, c'est une gestion que si vous étiez propriétaire de votre résidence principale. C'est aussi parfois garder un certain confort de vie. Pour le petit exercice, je me suis rendu la semaine dernière là, sur le Bon Coin pour voir quel logement était à disponibilité pas loin de nos bureaux, là, à Paris 8e. Je suis tombé sur celui-là qui a attiré mon œil. Vous comprenez sûrement pourquoi avec cette belle photo. Celui-là a été proposé à location pour le modeste budget de 3 400 € par mois, charges comprises, un appartement de 70 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Paris. Si vous voulez acheter ce même appartement, faut-il, quand on se peut qu'il soit en vente, sachez que voilà, vous devez débourser au minimum 5 000 € de mensualité. Donc, c'est aussi une question de budget, bien entendu. Peut-être pour un budget moindre, on peut garder un certain confort de vie qui ne permettrait pas, qu'on ne pourrait pas atteindre en tant que propriétaire. Mais en fin de compte, cette question d'acheter ou louer, j'ose aller un peu au-delà. Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné le marché, est-ce qu'on a vraiment le choix? Le constat, il est quand même clair. Le parcours d'accès au logement, il a été profondément chamboulé ces dernières décennies. J'ai envie de dire qu'il y a 20, 30 ans, vous entrez sur le marché du travail, vous faisiez quelques années en CDI, puis après, on achetait sa résidence principale. Et puis, si notre carrière, notre situation personnelle, financière nous permettait, alors là, on se tournait éventuellement vers d'autres placements en investissement locatif, pourquoi pas, pour développer son patrimoine. Mais pour preuve, il y a l'âge moyen d'un investisseur dans l'immobilier locatif en 2014 était de 47 ans. Pour vous retransmettre une statistique qu'on maîtrise, puisque c'est l'âge moyen des investisseurs qui passent par notre service à l'heure actuelle, en 2022, nous, chez Bivouac, c'est 32 ans. Donc, il y a un véritable changement aussi qui s'est opéré, qui s'est accéléré ces dernières années. C'est qu'on se tourne moins en moins rapidement vers la résidence principale, on se tourne vers d'autres placements, notamment l'investissement locatif, peut-être de plus en plus tôt. La faute à quoi? Tout simplement la flambée des prix. Ce graphe illustre donc les prix moyens ramenés aux revenus des ménages moyens dans les zones représentées. Donc en noir, vous avez la moyenne sur le territoire national, mais encore plus intéressant de noter la courbe en rouge pour Paris et puis en vert pour une ville comme Lyon. Le constat est sans appel. Les prix ont flambé et les revenus des ménages n'ont pas progressé d'autant. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'acheter. Voici le pouvoir d'achat immobilier qui fait que descendre, voilà, parce que les prix ont augmenté et comme je l'ai dit avant, les revenus pas d'autant. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je pose la question ouverte, vous m'en direz plus peut-être en réaction, mais en tout cas, un constat que nous, on peut vous partager, c'est que voilà, 65% d'investisseurs qui viennent nous voir chez Bivouac ne sont pas propriétaires d'une résidence principale, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autre choix finalement que de passer par l'investissement locatif avant d'acheter leur propriété principale. Allons-y maintenant dans la question qui nous intéresse tous, c'est cet aspect financier. Est-ce qu'il faut mieux acheter ou louer? C'est finalement se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux payer une mensualité d'emprunt pour rembourser sa résidence principale versus payer un loyer et investir le surplus? Bon, on va mener une étude ensemble. On l'a déjà menée. Moi, je vais vous présenter maintenant les résultats. On a pris tout simplement deux cas de figure. Voilà, une personne qui a, mettons, 3 000 € de revenus par mois,
qui va acheter sa résidence principale dans sa limite de capacité d'emprunt, donc pouvoir rembourser une mensualité d'emprunt à hauteur de 35% de ses revenus, versus la même personne qui a le même revenu, mais qui va rester locataire, payer un loyer moindre et investir ce surplus dans d'autres placements, faire travailler son argent voilà, à X% de rendement. À noter que les deux personnes voilà, dont on va comparer la situation dans les minutes à venir voilà, ont pour l'hypothèse, là, le bien de cette étude, ont le même dépense en termes de nourriture, loisirs, transport et autres. Donc, est-ce qu'il est plus intéressant, la question qu'on va résoudre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est plus intéressant de rester locataire et d'investir le surplus d'argent ailleurs ou d'acheter sa résidence principale? Ce qu'on constate, pour répondre à cette question, c'est qu'il y a 4 variables principales. La première, c'est déjà, ça dépend d'où est-ce que vous vous situez. Quelle est la valeur moyenne des loyers versus les prix d'achat de votre ville? La seconde, c'est, on voit que quand on fait varier, voilà, prise valeur potentielle de votre bien, ça a forcément un impact important sur le résultat de ces modélisations. Et puis aussi, pareil, pour le rendement de l'épargne que vous investirez ailleurs, ça aussi, ça joue énormément. Et il y a un quatrième facteur qui joue finalement aussi beaucoup, c'est le temps que vous pensez rester propriétaire et occupant de votre résidence principale. Alors pourquoi c'est finalement la variable principale sur laquelle on va se concentrer, c'est que les 3 autres, vous avez peu, on va dire, pas d'impact, ça ne dépend pas de vous. Par contre, là où vous avez vraiment un choix à faire, et une question à vous poser, c'est si j'achète ma résidence principale aujourd'hui, combien de temps est-ce que je me projette dedans? Parce qu'on va le voir, peut-être que si je ne reste pas assez longtemps, c'est plus intéressant de rester locataire. Pourquoi c'est peut-être plus intéressant d'y rester locataire? Parce que quand vous achetez, la réalité d'un projet immobilier, c'est que, par exemple, pour acheter cet appartement que vous voyez là en photo, certes, ça vous coûtera 375 000 € de prix d'achat, mais il y a tout un tas de frais qui viennent s'ajouter. Des frais d'agence, des frais de notaire, des frais de courtage, j'en passe. Excusez-moi, il y a des policiers qui passent juste devant nous. Je ne sais pas si vous les entendez. Désolé pour les désagréments. Ils sont repartis. Voilà. Bon. La réalité d'un projet immobilier, c'est qu'on a un certain nombre de frais qui sont très conséquents, qui pèsent une part importante du budget total d'une acquisition immobilière. Donc, nous, on a repris pour les besoins de notre étude les mêmes hypothèses qu'un article qui a été paru dans les Échos en septembre dernier. Je vous les passe très brièvement, mais voilà, on a pris exactement les mêmes hypothèses. On a cherché nos données, à savoir les prix et les loyers moyens avec les bases de données qu'on alimente en interne, mais aussi qu'on va chercher dans les bases des notaires, etc., des transactions réellement effectuées sur le marché, bien entendu. Ce qui nous a donné, du coup, le premier résultat, le suivant, c'est qu'il faut, en moyenne, sur l'ensemble du territoire français, 14 ans pour rembourser l'acquisition d'une résidence principale. Pardon, je m'exprime mal. Il faut 14 ans en moyenne sur l'ensemble du territoire français pour que ça vaille plus la peine d'acheter une résidence principale plutôt que de rester locataire. Mais bien entendu, ça dépend, c'est une moyenne à l'échelle du territoire français, ça dépend de où est-ce que vous vous situez. Et donc, on a dressé, déjà, pour commencer, le top 10 des villes où il est le moins rentable d'acheter sa résidence principale par rapport à rester locataire. Et là, fait marquant, déjà intéressant à noter, c'est qu'on a au top 4, 4 villes de première, deuxième couronne de Paris. Et ça s'explique en fait assez facilement, c'est que là, c'est la faute à un mauvais ratio entre le prix d'achat et le loyer. Ça coûte pas si cher d'y louer par rapport à, par exemple, louer un appartement à Paris. Pour autant, les prix ont flambé, notamment tirés par les prix de Paris. Donc, en fin de compte, dans ces villes-là, acheter une résidence principale, ça coûte comparativement parlant, très très cher. On a fait le même classement en écartant cette fois l'Île-de-France. On trouve des villes où on s'y attendait. La flambée des prix à Lyon, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, Nantes, c'est pas nouveau. Je pense que j'apprends pas grand-chose à quiconque aujourd'hui. Mais intéressant quand même de noter, par exemple, la présence de Saint-Nazaire, là où les prix ont effectivement pas mal augmenté quand même dernièrement et où, comparativement parlant, les loyers sont très faibles. Donc
Donc voilà, en fait, il fait meilleur rester locataire à Saint-Nazaire visiblement que d'acheter. À l'inverse, bah alors, où est-ce qu'il fait bon acheter une résidence principale? Bah, bien sûr, ces marchés qui, pour le coup, là où les prix n'ont pas flambé, hein, vous reconnaissez certainement un certain nombre de villes dont on vous parle souvent dans l'ordre de ces webinaires avec Bivouac, mais pour le coup, où on vous conseillera vraisemblablement pas d'acheter aujourd'hui. Pour la faute à quoi? Bah, la faute à un marché locatif, enfin, je veux dire, pas très profond. Et puis, bah, vous avez l'illustration sous vos yeux, voilà, de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Bivouac n'accompagne personne à Perpignan. C'est qu'en fait, si vous êtes à minimum solvable, vous avez une situation stable, vous habitez Perpignan, bah, au bout de 2 ans, vous avez plutôt vous avez intérêt à être propriétaire parce que si vous restez plus de 2 ans dans votre appartement, vous aurez mis plus d'argent de côté que si vous étiez resté locataire. Donc, ça peut faire poser la question, si moi j'investis dans le locatif demain à Perpignan, quels sont les profils de locataires que je vais récupérer? Vraisemblablement pas les profils les plus solvables. Voilà. On a fait le même classement pour toutes les villes qui ont plus de 100 000 habitants. Voilà, donc peut-être des villes dans lesquelles vous avez déjà acheté ou vous avez le projet d'acheter. Si vous y vivez, foncez. Pour terminer, on a fait une petite étude de cas pour rentrer vraiment très concrètement, parler de Robin et Hugo. C'est 2 cadres parisiens, 2 frères jumeaux, à vrai dire, tous les deux 28 ans. La vie faisant, ils ont tous les deux hérité voilà, d'une petite somme de leurs parents de 50 000 euros, ce qui leur permet à tous les deux d'envisager un projet immobilier. Et pour Robin, lui, son choix se porte d'acheter une résidence principale sur Paris. Donc un petit T2, voilà, à Paris avec les prix actuels aujourd'hui, 400 000 euros, c'est un petit T2 qu'on peut avoir tout au plus. À l'inverse, lui, Hugo, a fait ce choix de rester locataire, payer ses 890 euros de loyer qu'il paye déjà aujourd'hui, tout en achetant un investissement locatif par ailleurs. Bon, bah, alors on va détailler un peu l'investissement de Robin. Je vais très rapidement, mais 400 000 euros de prix d'achat, c'est en moyenne 20 000 euros d'agence, 30 000 euros de frais de notaire. Ça, il va les financer grâce à son apport de 50 000 euros. Le reste, bien sûr, il fait appel à un crédit sur 25 ans, puisque c'est une résidence principale, c'est possible d'aller jusqu'à cette durée-là. Ça lui représente, dans les conditions de marché actuelles, 1 832 euros de mensualité à rembourser chaque mois. À l'inverse, Hugo, lui, il va se diriger vers un autre type d'investissement, donc un investissement locatif, d'un budget moindre, 230 000 euros, 10 000 euros de frais d'agence, 18 000 euros de frais de notaire à rajouter. Il va financer ça avec toujours son apport de 50 000 euros. Finalement, le montant restant à faire financer, c'est 272 000 euros sur 20 ans, qui correspondent à une mensualité de 1 387 euros par mois. Puisque c'est un investissement locatif, Hugo va aussi percevoir un loyer, 1 634 euros chaque mois. Mais la réalité d'investissement locatif, on vous le dit tous les jours chez Bivouac, c'est qu'il y a aussi des charges qui sont associées à ce projet, des frais de copro, une taxe foncière à payer quand on est propriétaire, des frais d'entretien, etc. etc. Donc, Hugo, en fait, sur ce projet-là, il va devoir sortir de sa poche 200 euros par mois. Et tous ces chiffres-là, je ne vous invente pas. En fait, je vous les sors c'est un projet classique que nous, on fait très souvent voilà, chez Bivouac. On sort comme ça tous les mois des appartements. Vous avez sous les yeux alors, là, la version rénovée après notre passage. Mais c'est voilà, les chiffres que je vous présente ici. C'est un projet que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur bivouac.com/no-réalisation. C'est le détail d'un projet sur lequel on a accompagné un de nos clients avec donc l'ensemble des frais que vous trouvez ici, l'ensemble des charges pour expliquer bien sûr ce cash flow, c'est 201 euros de d'effort d'épargne que Hugo va devoir consentir chaque mois. Je ne m'attarde pas trop puisque le but là, c'est de maintenant se projeter un petit peu dans l'avenir pour dire lequel des deux a fait le meilleur choix. Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans plus tard? Robin s'est marié avec Marie, ils ont déjà eu un premier enfant, et puis là, ils en attendent un deuxième. Alors, déjà, à 3 dans un T2, avec un enfant en bas âge, ça commence à être la crise du logement. À un deuxième qui arrive, c'est juste pas possible, il va falloir revendre. Donc,
ils décident de revendre leur logement. C'est une aubaine. Le prix de l'immobilier à Paris a pris 10% dans le laps de temps qui s'est écoulé entre-temps. Donc, après avoir remboursé le capital restant dû à la banque, Robin se retrouve avec 176 000 euros de capital après 10 ans en ayant remboursé sa résidence principale. Donc, plutôt déjà une belle réussite. En face de ça, on a Hugo qui, lui, pareil, à Marseille, marché, pour le bien de l'étude, on a dit que le marché allait progresser de la même ampleur. Un cas réducteur, parce qu'aujourd'hui, le marché marseillais progresse beaucoup plus rapidement que le marché parisien, relativement parlant. Mais voilà, Hugo, après avoir remboursé pareil son emprunt, il lui restera 142 000 euros dans sa poche, le capital. Et donc, en fin de compte, on pourrait se dire, de ce point de vue-là, qui a fait le meilleur choix Robin, il a un capital à la fin qui est plus important, 30 000 euros de plus que Hugo. Donc, le premier raccourci qu'on pourrait dire, c'est oui, Robin a réalisé un meilleur investissement. Mais ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est que Robin, il a, comme Hugo, sorti 50 000 euros d'apport au démarrage de ce projet. Et Robin a remboursé 1 830 euros de sa poche pendant 12 mois sur 10 ans, ce qui fait 269 000 euros investis dans ce projet sur 10 ans. À l'inverse, Hugo, lui, c'est 50 000 euros d'apport et c'est 201 euros d'effort d'épargne qu'il a concédé, pareil, sur la même durée de 10 ans. Ça fait 74 000 euros investis dans ce projet sur 10 ans pour Hugo. In fine, quand on compare l'argent, le capital restant après cette opération et le capital investi par chacun, voilà, le résultat il est sans appel. Effectivement, l'argent d'Hugo a bien mieux travaillé que l'argent de Robin, puisqu'il a créé un gain relativement parlant qui est beaucoup plus supérieur à celui de Robin, encore une fois, toute proportion gardée par rapport à l'argent investi par chacun dans leur projet. Pour aller plus loin, ce qu'on n'a pas détaillé ici, c'est que Hugo, il a aussi une capacité d'investissement supplémentaire qu'on n'a pas pris en compte ici. Robin, il rembourse 1 832 euros par mois pour sa résidence principale, tandis que Hugo dépense 890 de loyer et 210 d'efforts d'épargne, ce qui fait 1 100 euros pour ces deux dépenses-là chaque mois. Donc, il a 732 euros qu'il aurait pu également investir dans d'autres placements ou faire un projet immobilier si jamais sa banque le suivait. C'est ça aussi une autre réalité qui est difficilement modélisable, qui va dépendre de chacun d'entre vous. C'est que acheter sa résidence principale, se mettre à 35% de ton endettement, c'est à peu de choses près d'avoir la certitude d'être bloqué, de bloquer sa capacité d'emprunt pour les prochaines années à venir. À l'inverse, acheter un investissement locatif, si ça se passe bien, ça peut servir d'apport déjà pour acheter une résidence principale plus tard. Ça peut aussi servir, si vous entendez bien avec votre banquier, que votre projet se passe bien, que c'est rentable, etc., pour enchaîner les projets et, dans ce cas-là, dépasser son taux d'endettement plus facilement que dans le chemin inverse. Pour conclure, en fait, les deux, Robin et Hugo, ont tous les deux commencé à construire un patrimoine de manière différente, avec chacun d'entre eux qui met un effort d'épargne chaque mois qui est bien différent. Pourquoi une telle différence? C'est qu'effectivement, Hugo, dans l'équation, il y a un locataire qui vient lui payer. Alors, dans le cas de ce projet à Marseille, c'est même 4 locataires qui louent en colocation ce logement-là pour apporter un revenu supplémentaire de 1 634 euros par mois à Hugo. Et là, on voit en fait la vraie différence de projet. Ce que vous gardez en tête, c'est que certes, Robin a mis un pied dans l'immobilier, a bénéficié de l'effet de levier, il s'est créé un passif. Un passif, dans le langage d'une entreprise, c'est une dette. Et Hugo également a créé un passif puisqu'il a pris un emprunt, et il a également une dette. La différence, c'est qu'il a créé en plus un revenu supplémentaire. C'est comme si il gagnait 1 634 euros de salaire supplémentaire pour rembourser ses investissements immobiliers. Et là, on ne parle plus d'un passif, on parle cette fois-ci d'un actif. Hugo a créé un actif immobilier qui génère des revenus supplémentaires pour lui tous les mois. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions, finalement, aujourd'hui, il y a 3 options. Donc, soit vous n'achetez pas. Alors, là, on n'a pas détaillé parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous posez la question, vous avez peut-être compris qu'il était temps de rentrer sur ce marché de l'immobilier, si ce n'est pas déjà fait. Première option, j'achète ma résidence principale. Deuxième, je reste locataire et peut-être que j'investis dans l'immobilier locatif, par exemple. Avant tout, c'est un choix de vie. Parfois, c'est un projet de vie d'acheter aussi un projet de couple. C'est
le sentiment de se sentir chez soi, ça, c'est irremplaçable, bien entendu. Mais on l'a vu, c'est peut-être empiéter sur une certaine part de liberté, au confort de vie. Et puis, investir dans le locatif, tout dépend encore une fois de là où vous habitez. C'est une opportunité peut-être pour ne pas attendre et commencer à développer son patrimoine immobilier. En fait, certains d'entre nous n'ont pas eu le choix parce que le parcours d'accès, comme on l'a dit, au logement, il était totalement chamboulé ces dernières années. La faute à la flambée des prix et donc à ce pouvoir d'achat d'immobilier qui baisse pour chacun des ménages. Et on l'a vu également, acheter une résidence principale en premier, ce n'est pas toujours la meilleure option pour développer son patrimoine. Encore une fois, ça dépend de là où vous êtes, ça dépend du temps également que vous avez prévu de rester dans ce logement. En moyenne, pour rappel, c'est 14 ans en France pour que ça soit plus intéressant de rester, de devenir propriétaire de votre résidence principale que de rester locataire. Et puis, on l'a ouvert avec ce cas, avec Robin et Hugo. En fin de compte, pour par exemple deux jeunes cadres parisiens, acheter du locatif en restant locataire, c'est peut-être pas une mauvaise idée, encore une fois. Ça permet de bénéficier de l'effet de crédit dès maintenant. Ça permet peut-être de servir d'apport aussi pour un projet de résidence principale plus tard. Et puis, ça, c'est difficilement plus modélisable, mais nous, on le constate par l'exemple avec nombre de nos clients qui sont passés par là en étant venus nous voir chez Bivouac, c'est que voilà, si ça se passe bien, ces mêmes clients, avec leur banquier, ils ont construit une relation de confiance. Et c'est beaucoup plus simple pour un banquier de reprêter à quelqu'un, même aller gratter un petit peu au-dessus de ses taux d'endettement. Il ne faut pas oublier que les banques ont quand même droit à un certain nombre de dossiers qui peuvent sortir des clous. Donc, c'est plus simple de prêter à quelqu'un à qui elle a déjà confiance, qui a déjà prouvé sa capacité à mener un projet et à rembourser ses mensualités d'emprunt, à avoir un locataire de manière régulière, etc. Donc, la réalité, qui est encore une fois difficilement modélisable ici, mais c'est que bon nombre d'investisseurs commencent par du locatif, refont un projet, ou alors font un projet de résidence principale par la suite sans revendre l'investissement locatif qu'ils avaient acheté quelques années auparavant. Voilà. Voilà tout pour cette présentation aujourd'hui. J'ai un petit peu dépassé le temps prévu. J'espère que vous m'en excuserez. Mais c'est déjà trop passionnant de parler de cet enjeu-là. Maintenant, il est temps des questions. On va quand même prendre une dizaine de minutes pour ceux qui peuvent rester avec nous jusqu'à 14h15 pour répondre à vos questions. Alors, Gabriel qui nous pose la question, est-ce qu'on a des projets à cash flow positif? Alors, oui, la réponse est oui. Certainement pas dans une ville comme Angers ou Rennes, mais dans d'autres villes qu'on a sélectionnées, oui, dans certaines zones, on arrive à trouver encore des projets à cash flow positif. Alors après, attention, qu'est-ce qu'un cash flow positif? Nous, notre définition d'un cash flow positif, je vous remonte juste un extrait d'une présentation financière qu'on envoie systématiquement à nos clients. L'effort, le flux de trésorerie qu'on vous présente ici, c'est le flux de trésorerie qui inclut les charges récurrentes, celles que vous allez devoir tout le temps payer parce que vous êtes propriétaire, vous avez une charge foncière, ça c'est une taxe foncière, ça vous n'avez pas y couper, parce qu'une assurance propriétaire non occupant, une PNO, c'est obligatoire. Mais on y inclut également des charges aléatoires qui en fait font reflet de la réalité d'un investissement locatif. Un investissement immobilier, vous aurez des frais, vous aurez des coûts de peinture à passer entre deux locataires, vous aurez un turnover entre locataires, ça arrive qu'il y ait 2 semaines de vacances pour une chambre sur 3. Voilà. Ça, on vous le modélise systématiquement. Et donc, ce n'est pas des frais que vous allez vraiment devoir sortir de votre poche, mais chaque mois. Mais c'est des frais qui vont vraisemblablement devoir être investis tout au long de la durée de votre investissement. Voilà. Donc, un cash flow positif, même avec ces frais-là pris en compte, oui, on en fait. Et attention, nous, on s'intéresse à vraiment avec l'ensemble de ces charges déduites. Maintenant, je vous invite à entrer en contact avec un de nos conseillers qui pourra, avec vous, voir quelle est vraiment la meilleure typologie d'investissement selon votre profil. Parce que ce qu'on constate aussi également parfois, c'est que d'un point de vue développement patrimonial, il vaut mieux mettre 100 € d'effort d'épargne par mois ou 200 € d'effort d'épargne par mois. Exemple avec ce très très beau projet à Marseille, on en fait très régulièrement. Marseille, typiquement, c'est une ville en plein essor.
Acheter ce bien-là aujourd'hui, c'est à mon sens s'assurer une plus-value dans 10, 5, 10, 15 ans, une plus-value conséquente. Aller dans un marché qui, certes, peut permettre des cash flows positifs, vous n'aurez pas besoin de sortir ces 200 euros chaque mois, c'est possible. On en a sélectionné quelques-uns, mais c'est des paris, et on vous fait bien savoir, c'est des paris qui sont un peu plus risqués que d'acheter dans une très grande métropole en plein centre, dans en plus un immeuble de charme comme c'est celui-là. Voilà. Alors, on a également Luc qui demande, est-ce que la montée des taux impacte-t-elle différemment l'investissement locatif et la résidence principale? Bonne question. La réponse est non. La réponse est non, puisque premièrement, les taux remontent de la même manière pour l'achat de résidence principale et d'un achat immobilier locatif. Alors, les taux pour emprunter un immobilier locatif sont légèrement plus élevés, ils ont toujours été par rapport à emprunter en résidence principale. Mais la remontée des taux, elle a comme conséquence de baisser votre budget d'acquisition. C'est-à-dire que par le passé, sur 20 ans, avec 1% de taux d'intérêt, vous pouviez emprunter pour moins de 1000 euros de mensualité, vous pouvez emprunter 200 000 euros de budget. Aujourd'hui, avec 2% de taux d'intérêt, vous pouvez emprunter plus que 185 000 euros pour une mensualité, voilà, aux alentours de 950 000 euros par mois. Donc, votre budget il est impacté de 15 000 euros à la baisse parce qu'il y a cette remontée des taux. On est passé de 1% en moyenne à près de 2% en moyenne, là, à l'heure où on se parle, pour un projet sur 20 ans. Donc l'impact, il est valable aussi bien pour un achat de résidence principale que d'un investissement locatif. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a un peu moins de budget à aller dépenser, donc on développe un peu moins son patrimoine, on peut acheter des plus petites surfaces. Donc pour sa résidence principale, j'ai envie de dire, là vient de se poser la question, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à acheter, je suis jeune cadre parisien par exemple, ou lyonnais, ou à Rennais, ou nantais, est-ce que ça fait sens pour moi d'acheter un studio qui est vraisemblablement tout ce que je peux espérer acheter avec le budget qui m'est à disposition aujourd'hui étant donné les taux, sachant que vraisemblablement la vie va faire que je vais peut-être me marier, je vais peut-être avoir des enfants, et demain ça fera plus du tout sens de rester pour moi et mon ménage dans un studio ou d'un petit T2. Voilà. Donc l'impact de ces taux, j'ai envie de dire, d'un point de vue financièrement parlant, c'est le même impact pour un acheteur de résidence principale d'investissement locatif, mais en fait, il vient renforcer encore plus, à mon sens, l'intérêt de ne pas acheter une résidence principale tout de suite, parce que il va diminuer votre budget, du coup, vous forcer à acheter une résidence principale beaucoup plus faible, d'une surface beaucoup plus faible que ce que vous pouviez déjà acheter à l'époque. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. N'hésitez pas, si vous avez demande de précision, à me le transmettre dans le chat. Est-ce qu'on a… merci Seb pour ton message. Ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on peut… Alors, Gabriel, à nouveau, si on fait d'abord l'investissement locatif, cela va impacter la possibilité d'acheter sa résidence principale par la suite. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut avoir plusieurs impacts. Et là, pour le coup, malheureusement, je n'ai pas un modèle Excel à vous soumettre pour répondre parfaitement à cette question. J'aimerais bien, mais la réalité étant que tout dépend de la relation avec votre banquier. J'ai vu tous les cas de figure. J'en ai vu certains pour qui, effectivement, ça avait posé problème pour acheter une résidence principale par la suite. Il a fallu qu'ils revendent leur investissement locatif. Ce qui n'est pas forcément toujours une mauvaise idée, enfin une mauvaise nouvelle, parce que quand vous investissez, si vous avez investi à Rennes, par exemple en 2017, comme l'ont fait certains de nos clients à l'époque, aujourd'hui, si même ils devaient revendre à l'heure où on se parle leur investissement immobilier, ils auraient fait un x2 sur le prix d'achat. Donc, c'est tout sauf une mauvaise nouvelle. Mais ce qui se passe en fait souvent,
c'est que, comme je l'ai dit auparavant, la relation qu'on a avec son banquier, c'est toute une relation de confiance. Et il faut se mettre à sa place. Vient se présenter deux acquéreurs avec deux projets d'investissement dans une résidence principale. Un premier qui n'a jamais mis les pieds dans l'immobilier, qui n'a jamais acheté quoi que ce soit, et un autre qui a déjà acheté un premier logement, un investissement locatif, sur lequel il perçoit des revenus récurrents chaque mois, qui lui permettent de rembourser tout ou partie d'ailleurs de sa mensualité d'emprunt qu'il a déjà du coup concédé. Finalement, si votre banquier vous a déjà fait confiance une fois sur ce projet-là d'investissement locatif, il a plus de chances de vous refaire confiance vous plutôt que l'acquéreur en face qui a jamais mis les pieds dans l'immobilier parce que vous avez prouvé que vous savez déjà gérer un projet, vous l'avez prouvé la véracité du business plan entre guillemets que vous lui avez proposé à l'époque. Voilà, là je vous montre ici à l'écran un loyer mensuel de 6 634 € avec 1 387 € de mensualité d'emprunt. Là, c'est un business plan. Le jour où vous présentez ça au banquier, c'est un plan, mais 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, votre banquier, il a vu les loyers encaissés sur votre compte. Donc, et là, encore une fois, c'est une histoire de confiance. Et ça, on l'a vu maintes et maintes fois. Il arrive que on a des investisseurs qui ont déjà fait un investissement locatif 1, 2 ou 3 ans auparavant, qui achètent ensuite leur résidence principale, qui vont bien au-delà de ce qu'on entend sur les endettements maximum à avoir, etc. Pourquoi? Parce qu'on en revient à cette relation de confiance que leur accorde leur banquier. Et donc, parfois, c'est un impact forcément négativement. C'est même parfois l'inverse, parce qu'on peut se servir de ça si on le revend pour un apport, ou alors on garde le logement locatif et on fait un investissement qui nous permet d'avoir son patrimoine qui se développe 2 fois plus rapidement puisqu'on on rembourse 2 emprunts, sa résidence principale, son investissement locatif, en partie remboursé par son locataire. Voilà. J'espère que c'est clair et que ça répondait à ta question, Gabriel. Ça peut intéresser les autres qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas à nous solliciter sur notre site si vous avez davantage de questions. N'hésitez pas à nous suivre, liker notre page LinkedIn pour être au courant des prochains événements. On va en faire plein d'autres comme ça, des petits webinaires si le format vous a plu. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, bons investissements. Merci pour vos messages. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.